Élue de Marguerite-Bourgeois en 1998, Monique Jérôme Forget devient présidente du Conseil du Trésor en 2003. Elle met en branle un imposant projet de réingénierie de l'État. Monique Jérôme Forget est rapidement dépeinte comme une femme de décision qui n'a pas peur d'affirmer ses convictions. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, Mme Jérôme Forget. Bonjour, M. Morin. Vous avez fait des études d'abord en économie à Londres, en Angleterre, en même temps que votre mari, Claude Forget. Et tous deux, vous avez été ministre dans un cabinet libéral, mais à deux époques différentes. Est-ce que déjà, comme étudiant à Londres, vous discutiez de politique québécoise? Écoutez, quand nous étions à Londres, d'abord, on était des jeunes mariés. J'avais couru aller retrouver mon mari, mon futur mari, et je me suis mariée à Londres. J'ai eu mes 2 enfants à Londres. Alors, disons que j'étais pas très préoccupée à ce moment-là de politique québécoise. J'étais d'abord extrêmement jeune, plus préoccupée finalement d'étudier, d'apprendre bien l'anglais parce que je m'apprêtais à passer quand même 4 ans et demi à Londres et je ne maîtrisais pas l'anglais bien. Alors, c'est là que j'ai appris beaucoup mon anglais et donc, on ne parlait pas beaucoup de politique québécoise. On la suivait de loin, bien sûr. Rappelez-vous, c'était l'époque de M. Duplessis, renversement de M. Duplessis, etc. Donc, il s'est passé Le début de la Révolution tranquille. Le début de la Révolution tranquille. Et il y avait d'ailleurs énormément d'effervescence au Québec. Monsieur l'honorable Jean Lesage. Par exemple, nous, à Londres, à l'époque, il n'était pas question qu'on reste à Londres. On revenait au Québec, puis mon mari et moi, on faisait carrière au Québec. Votre mari, Claude Forget, a été ministre des Affaires sociales, Santé, Affaires sociales, dans le cabinet Bourassa dans les années 70. Est-ce qu'à ce moment-là, ça vous a donné le goût, la piqûre de faire un jour de la politique? C'est drôle, hein? Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas pensé, moi, rappelez-vous, à ce moment-là, moi, j'étais au niveau de mes études, au niveau du doctorat. Donc, j'étais très préoccupée par mes examens, mes études, ma thèse de doctorat, passer ce qu'on appelait à l'époque les comprehensives, ce qui était l'enfer. Alors, pour moi, c'était pas très alléchant que de penser pour moi à une carrière politique. D'ailleurs, c'est étonnant, mais dans le fond, je regarde aujourd'hui, je me dis, écoute, est-ce que je manquais d'ambition, moi, dans la vie? Parce que je me suis jamais vue jouer un rôle important dans la société à ce moment-là. Alors qu'on entend parler d'hommes, surtout, je dois dire des hommes, vous allez me dire, bon, elle commence encore, Mme Jérôme Forget, avec son discours, mais il y a beaucoup d'hommes qui se voient premier ministre, qui se voient président de compagnie, qui se voient... Moi, jamais, jamais. Vous avez travaillé dans le secteur public, d'abord à Ottawa comme sous-ministre adjointe à la Santé. Est-ce qu'il y avait des dossiers particuliers que vous vous occupiez? À ce moment-là, on a passé la loi canadienne de la santé. Gros morceau. Gros morceau. Et c'était Monique Bégin qui était ministre de la Santé. Elle tenait beaucoup à ce projet de loi-là. Projet de loi qui, aujourd'hui, je regarde avec un regard assez critique, d'ailleurs. Parce que ça a été bon pour développer le réseau de santé à travers le Canada, mais ça a mis beaucoup de rigidité dans le système. Beaucoup, beaucoup de rigidité. Si bien qu'aujourd'hui, des approches très innovatrices sont difficiles à faire
à cause de la rigueur et de la rigidité de cette loi-là. Mais donc, à ce moment-là, il y avait justement la loi canadienne de la santé, dans laquelle j'étais très impliquée. À ce moment-là également, moi, je siégeais à titre de sous-ministre à l'OCDE. Et un des volets importants de ma carrière à Ottawa, je vous dirais que c'était d'être la fondatrice du comité social de l'OCDE, à la création de ce comité, parce qu'il y avait beaucoup d'opposition de la part des États membres, parce qu'ils disaient, bien, tout le côté social des gouvernements, ça ne relève pas, c'est pas comme le dossier économique, donc ça relève pas, on n'est pas censé se comparer. D'Ottawa, vous êtes revenu au Québec pour diriger la CSST. Là, il y avait aussi du pain sur la planche. Bon, écoutez, avant d'aller à la CSST, je suis devenue comme vice-rectrice à Concordia. Là, d'ailleurs, ça, c'est très intéressant parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais sous-ministre adjoint. J'étais sur ce qu'on appelle une des candidates qui se dirigeait pour devenir sous-ministre en titre très prochainement. Alors, mes collègues n'ont jamais compris comment je pouvais laisser une telle sécurité à Ottawa pour m'en venir quitter Ottawa, m'en venir à Montréal comme vice-rectrice. Et ça, probablement, c'est un trait de caractère. Moi, je n'ai jamais trouvé que la sécurité d'emploi, la sécurité quelque part, ça apportait quelque chose. Autrement dit, ça nous créait une prison. Moi, il fallait que je sois libre en tout temps de faire ce que je voulais faire, de me battre pour le faire, de l'obtenir et d'essayer de réussir et de tenter de réussir. Mais j'ai quitté pour aller à Concordia comme vice-rectrice, mais je ne suis pas restée longtemps là parce que le premier ministre Bourassa m'a demandé d'aller gérer la CSST. Vous avez raison, là, j'ai géré la CSST pendant 4 ans et demi. Et voilà, c'était mon passage, évidemment, d'Ottawa à Montréal à la CSST, où là, je vous dirais que je suis arrivée et il y avait un déficit de 500 millions. Il y avait une dette, un déficit important au niveau de la caisse. Et il y avait des arrêts de travail constamment chez General Motors, des arrêts de travail de la part des travailleurs. Alors moi, je me suis donné comme mission de régler ce déficit, de changer la culture de la CSST, qui était une culture que j'appelais de police. Moi, j'ai dit, vous n'êtes pas des polices, vous êtes des ambassadeurs. Vous allez vendre la santé et sécurité au travail, c'est un beau produit. Allons vendre la santé et sécurité au travail aux employeurs, de sorte qu'ils vont mieux traiter leurs employés et ils vont être gagnants. Et je vous dirais que c'est probablement ce qui a été le plus important. Bien sûr, j'ai quitté la CSST, elle avait un surplus de 300 millions. C'est probablement ça, d'ailleurs, ce bilan qui a fait qu'après ça, on est venu me chercher pour régler des problèmes, notamment ensuite à l'IRPP. Mais pour moi, c'était important de régler le déficit, mais aussi de changer cette culture. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dès ma nomination à la CSST, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné. Et je vais vous donner qui, c'est le président de Saint-Hubert Barbecue, le propriétaire Jean-Pierre Léger, ou peut-être son directeur qui était là à ce moment-là, qui m'avait dit, « Madame la présidente, moi, là, j'ai beaucoup de Saint-Hubert Barbecue, puis je fais de la soupe à l'oignon pour tout le monde, tout le temps. Sauf qu'il dit, les conditions d'une ville à une autre sont différentes pour mes réchauds. Pouvez-vous me donner la recette de sorte qu'il n'y a plus jamais personne qui va me harceler pour ma soupe à l'oignon? » Là, je me suis dit, mais c'est complètement fou, là. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. C'est clair que ça ne va pas, cette affaire-là. Alors, là, j'ai réuni mon personnel. J'ai dit, écoutez, là, il faut que vous vous entendiez entre vous les largeurs de porte, les hauteurs de porte, les hauteurs de four pour les soupes à l'oignon, etc. Donc, je suis beaucoup intervenue auprès des inspecteurs de la CSST et je leur ai donné d'ailleurs un statut professionnel, ce qui avait suscité un peu l'émoi du président du Conseil du Trésor d'alors.
mais j'en ai fait, je voulais en faire des ambassadeurs. Ambassadeurs qui, dans le fond, je pense que ça a fonctionné parce que j'avais donné comme objectif, moi, de diminuer de 10 % les accidents. La politique active est venue beaucoup plus tard. En fait, c'est en 98, mais vous avez sûrement dû être sollicité auparavant. Oui, j'avais été sollicitée dans un premier temps. Il y avait le gouvernement M. Mulroney, lors de sa première élection, qui m'avait approché pour me présenter. En 84? C'est ça. J'avais refusé parce que à ce moment-là, je voulais faire autre chose. J'étais dans la haute fonction publique et donc je me voyais plus dans la fonction publique. Il y avait bien sûr M. Bourassa dans son deuxième mandat plutôt, qui m'avait demandé pour le même comté, c'était Fernand Lalonde qui m'avait téléphoné. « Monique, tu devrais venir en politique. » M. Bourassa m'avait téléphoné. Et à ce moment-là, j'avais dit non, je n'ai pas le goût maintenant, plus tard peut-être. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me dis peut-être que j'aurais dû venir quand j'étais plus jeune. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que j'aurais réagi autrement à ce moment-là. J'aurais pris le goût d'aller plus loin. Parce que moi, quand j'ai joint la politique, je savais que moi, la chefferie, ça ne m'intéressait pas. D'ailleurs, on m'avait déjà approché pour être candidate à la chefferie du Parti libéral du Québec. Contre, ma foi, je me demande si c'était pas contre Bourassa. Moi, je savais que j'avais aucune chance. Oui, c'est ça, quelque chose comme ça, oui. Alors, j'ai dit non, écoute, là, c'est clair que M. Bourassa passe, mais probablement qu'il cherchait des candidats et candidates pour se présenter. Mais vous voyez, je n'avais pas encore cette piqûre de la politique. Je ne l'avais même pas attrapée de mon mari qui avait fait de la politique. Je trouvais ça intéressant, la politique. Je suivais ce qui se passait, pas simplement au Québec, d'ailleurs, au Canada, ailleurs dans le monde, etc. Alors, nous, il y avait toujours beaucoup de discussions autour de la table de politique étrangère. Les enfants ont été entraînés à ça très jeunes, à avoir des discussions autour de la table de toutes sortes de sujets qui se passaient à travers le monde. Et en 98, finalement, qu'est-ce qui vous a convaincu de vous lancer en politique? Bon, écoutez, vous voyez, ma carrière, je suis toujours restée 5 à 7 ans là où j'allais. Alors, c'était peut-être éviter ma prison, là, de tomber dans le trop facile, là, ou tout simplement le manque de motivation, tout à coup, le manque de goût à faire ce que je faisais. Ça faisait déjà 7 ans que j'étais à l'IRPP. Et donc, j'avais fait le tour du jardin. Et là, on m'a approché, M. Charest m'a approché pour me joindre à son équipe. Et j'ai déjeuné avec lui un midi. Et puis, là, il m'a convaincu de me joindre à lui. Et à ce moment-là, c'était intéressant parce qu'il m'avait déjà dit, tu sais, Monique, que toi, tu pourras gérer beaucoup de ministères, là. Je ne peux pas te dire ce que tu feras, mais si jamais je suis élu, tu vas pouvoir certainement faire partie du gouvernement. Il m'avait déjà dit ça à ce moment-là. C'est rare qu'un premier ministre prend un engagement, mais probablement qu'il savait que je n'irais pas à moins d'avoir un tel engagement. Monsieur Charest me parlait de ce qu'il voulait réussir, apporter un virage au Québec, mettre de l'ordre dans les finances publiques, etc. Donc, ça m'avait séduit, ça. Mais vous aviez sûrement des objectifs, peut-être même une mission en acceptant. Je ne sais pas si j'avais une mission. En acceptant, c'est clair que je sentais que j'embarquais dans quelque chose. C'est clair que quand je suis allée en politique, d'abord, on va y revenir peut-être sur mon comté. Moi, j'avais un comté, bien sûr, mais c'était les dossiers qui m'intéressaient, moi. Rappelez-vous, j'avais déjà d'ailleurs écrit un livre, moi, avec mon mari Claude, sur le système de santé canadien et d'apporter peut-être des changements au système actuel. Alors donc, c'était une avenue qui m'avait bien préparée. Disons que j'étais bien préparée pour aller faire de la politique parce que ça faisait 7 ans que je lisais des documents, je réfléchissais à des dossiers qui touchaient le côté des politiques publiques du Québec et du Canada. Et d'ailleurs des politiques publiques à travers le monde, si on peut, je veux dire, l'éducation, la santé, ça touche tout le monde. Et c'était ce déjeuner le midi qui a fait que tout à coup, j'ai décidé d'embarquer. Et même à ce moment-là, j'ai décidé d'embarquer
Et je savais que peut-être qu'on ne gagnerait pas. Et j'ai dit, ben moi, si on ne gagne pas, ça ne me fait rien. Je suis heureuse d'aller à l'Assemblée nationale. Vous avez précédemment fait des passages de 5 à 7 ans dans différents endroits. Est-ce que vous aviez le même objectif en politique de faire peut-être 2 mandats ou vraiment de faire une carrière plus longue? Je n'avais pas décidé. Me connaissant, je me doutais que je ne resterais pas là éternellement. Je suis entrée en politique, j'avais 58 ans. Je savais qu'au bout de 10 ans, j'aurais 68 ans. Donc, je me doutais que ça ne durait pas éternellement. Bon, vous allez me dire que le pape a 80 quelques années, et puis il y a eu Reagan qui avait je ne sais pas quel âge, puis il y avait De Gaulle qui avait également je ne sais pas quel âge, mais il en demeure pas moins que moi, je m'étais dit, probablement, quand j'aurais fait 10 ans, mais je n'avais pas pris de décision à ce sujet-là. Dans le fond, j'ai pris ma décision à partir du moment comment moi je me sentais. Et essentiellement, je me rappelle de Pauline Marois quand elle avait quitté, vous vous rappelez, la première fois l'Assemblée nationale. Elle avait dit quelque chose que j'ai senti exactement la même chose. Quand le cœur n'y est plus, quand la passion n'est plus là, quand finalement on devient irrité pour un rien, ça veut dire que le train est passé, on est mieux de faire autre chose. Quand vous vous êtes lancé en politique, vous étiez candidate dans la circonscription de Marguerite-Bourgeoys, qu'on qualifie de forteresse libérale. Est-ce que ça a été une campagne relativement facile pour vous, la première campagne électorale? Bon, là, l'expérience de mon mari m'a beaucoup aidée parce que j'étais présente, parce que la première fois qu'on a été impliqué en politique, c'est quand Claude s'est présenté, évidemment, dans le comté de Saint-Laurent. Et là, c'était très nouveau. Là, j'avais aucune idée, lui non plus, comment ça fonctionnait. Alors que moi, quand je suis arrivée pour me présenter dans mon comté de Marguerite-Bourgeoys, vous avez raison, c'est un comté libéral, c'est un comté protégé, dans le fond, pour attirer des candidats qu'on veut ministrables. Dans le fond, il y a quelques comtés comme ça, Marguerite-Bourgeoys, Sauvé, Ville-Saint-Laurent, etc. Il y a des comtés qui sont protégés. Alors, ça, c'était ce comté-là. Donc, ça n'a pas été sorcier de faire la campagne électorale. Il y avait déjà un organisateur de nommé. La seule chose, c'est que là, je me suis impliquée pour que tout soit fait de façon très rigoureuse. Là, j'ai dit à mon monde, vous savez, il y a des gens qui sont très enthousiastes en campagne électorale, qu'on appelle des organisateurs, des gens qui mettent des pancartes, sont là éternellement, ils adorent ça. Bien là, j'ai dit, moi, là, c'est clair, là, je ne veux pas entendre parler de rien qui n'est pas correct selon la loi électorale. Et ça, j'ai été d'une rigueur absolue durant cette campagne. Vous allez me dire, c'était facile dans votre comté, vous saviez que vous alliez gagner. Peut-être, mais il n'en demeure pas moins que les gens, des fois, deviennent plus ambitieux que vous-même autour de vous et veulent tellement que vous gagnez qu'ils vont poser des gestes qui sont répréhensibles. Et j'ai dit, rappelez-vous, là, si vous faites quelque chose de pas correct, c'est pas vous autres qui allez payer, là. C'est moi qui va payer. Alors, j'étais très, très, très intransigeante pour ça. Pas de dérapage. Moi, j'ai toujours été un peu, peut-être, on va en parler, la dame de fer, mais j'ai toujours été très intransigeante pour ces choses-là. Toujours. Parce que ça revient tout le temps. Il faut être plus en politique, il faut être plus catholique que le pape. Il faut être plus blanc, je dis toujours ça, il faut être plus catholique que le pape, il faut être plus blanc que Blanche-Neige. Okay? Alors, il faut pas qu'il y ait de doute sur vous. Dans la circonscription de Marguerite-Bourgeoys, est-ce que c'était une population homogène, autant sur le plan culturel, ethnique qu'économique? Bon, d'abord, je dirais que c'est une population de la classe moyenne, je dirais modeste, très modeste. Il y a beaucoup de groupes ethniques.
Il y a une communauté italienne que j'adorais. Je les appelais mes femmes italiennes. Elles étaient merveilleuses. Elles faisaient des biscuits absolument extraordinaires que mon mari, en campagne électorale, dévorait. De même que mon garde du corps, qui se tenait tout près des biscuits parce qu'ils étaient tellement bons. Alors, il y avait beaucoup d'Italiens, il y avait des Portugais, il y avait des Chinois, il y avait beaucoup de communautés culturelles. Et c'est probablement ce que moi, j'ai trouvé très attachant de ce comté. C'est de voir tout ce monde qui est venu avec tellement d'espoir au Québec et qu'on voyait la différence entre les jeunes, qui, eux, parlaient très bien français, et les familles, les parents qui continuaient à ne parler ni français ni anglais, parlaient italien entre eux, parlaient souvent portugais entre eux. D'accord? Alors, les parents, c'était pas complètement intégrés, mais leurs enfants étaient complètement intégrés. Et c'est ça un peu l'immigration. C'est que les gens arrivent ici, ils ont un certain âge. On sait qu'apprendre une langue, quand on est plus vieux, c'est plus difficile. Je le sais, là, j'apprends l'espagnol, puis je trouve ça très dur. Alors, apprendre une langue, quand on est plus vieux, c'est beaucoup plus difficile. Mais pour les enfants, c'est facile. Alors, on sent l'intégration complète des enfants. Alors, c'était un comté que j'ai beaucoup aimé. Ce comté-là, c'était mon comté. Quand j'arrivais dans le comté, j'arrivais pas dans le comté, j'arrivais dans mon comté. J'avais l'impression qu'il m'appartenait. J'avais l'impression que ces gens-là, c'étaient les miens. Fallait que je les défende envers et contre tous. Alors, il y a quelque chose de très puissant dans son comté. Des fois, les gens l'oublient, ça, combien c'est important notre comté, et de perdre son comté, ça doit être épouvantable de se faire battre par son propre monde. Moi, je n'ai pas connu ça, mais j'imagine que c'est un tel rejet de se faire battre par son propre monde qu'on a défendu bec et ongle dans plein de rencontres, plein de réunions. Alors, il y a beaucoup de chaleur entre les gens de son comté. Moi, dans mon comté, je vous disais que c'est la classe moyenne, mais j'avais des gens très pauvres. Il y avait beaucoup de vieux dans mon comté qui étaient seuls. Et là, je vais vous raconter une anecdote. Je partais avec mon chauffeur, garde du corps, et on partait, Gilles ou Jimmy et moi, et on s'en allait dans mon comté rencontrer des personnes seules. Il y avait des maisons, je les connaissais. J'avertissais d'avance que j'allais venir parce qu'autrement, ils n'ouvraient pas la porte, hein, craintifs, les vieux, etc. Alors, je faisais avertir que j'allais venir. Et là, j'arrivais. Alors là, évidemment, la députée arrivait, puis le ministre, parce que les gens me voyaient beaucoup à la télévision. Vous imaginez, moi, j'étais toujours rendue à la télévision. J'étais toujours critiquée ou supportée, mais il y avait toujours quelque chose qui se passait. Alors, j'allais les voir. Et là, très souvent, j'appelais les enfants. Je disais, écoutez, votre mère ne veut pas vous déranger, mais vous savez, elle est très malade. Là, elle ne sait pas que je vous appelle, mais je vous appelle parce que je pense que vous devriez venir la voir. Alors, évidemment, de se faire appeler par la députée, la ministre, disons que les enfants arrivaient pas longtemps après. Parce que, pour moi, s'occuper de ses parents, c'est aussi important que de s'occuper de ses enfants. Moi, je me suis beaucoup occupée de mes parents, mon père, ma mère, qui, évidemment, sont décédés puis qui ont été malades tous les deux. Mon père est mort de la maladie d'Alzheimer. Alors, vous imaginez que j'ai été très impliquée également avec ma mère. Donc, pour moi, s'occuper de ses parents, c'est très important. Et dans notre culture, on n'a pas beaucoup ça. On s'occupe de ses enfants, mais tout à coup, parce que c'est très positif s'occuper de ses enfants, on sait qu'ils vont être mieux, ils vont apprendre. Alors que quand les parents vieillissent, ils ne seront jamais mieux qu'aujourd'hui et probablement moins bien qu'aujourd'hui. Alors, c'est très important. Alors, je m'occupais beaucoup des vieux dans mon comté. Et d'ailleurs, ça, les gens sont toujours surpris quand je leur raconte ça parce que, ayant été la dame de fer, etc., j'avais l'air d'une personne très, très dure, très affaire, là, très business. Là. Mais dans le fond, mon comté, c'était sacré pour moi. Sacré, sacré. Quand vous vous êtes présenté en 98, déjà dans votre programme, dans vos
objectifs, il y avait les PPP, les partenariats publics-privés. Et ça, c'était une de vos principales plateformes. Je dirais que c'était une des plateformes. Il y avait, est-ce qu'on voulait revoir la taille de l'État, etc. Mais les PPP, pour moi, c'était une façon tellement rigoureuse de faire les choses. Avant de commencer à faire un hôpital, à faire une route, il faut que non seulement les plans soient faits sur papier, mais il faut que le plan fonctionnel et technique soit terminé. Ça veut dire comment ça va fonctionner. C'est pas sorcier, là. Comment ça va faire, là, tel département versus tel autre plan, l'urgence versus les salles d'opération versus la radiologie, etc. Il faut qu'on ait bien articulé ça et que les intervenants de ça aient été impliqués. Ça ne peut pas être un architecte qui décide dans son bureau comment ça va fonctionner un hôpital. Il faut que les gens qui vont travailler là-dedans soient impliqués. Mais il n'y a pas une lourdeur dans la démarche initiale? Vous savez, il y a une lourdeur avant plutôt qu'après. Moi, ce qui m'avait frappé au Trésor, c'était les dépassements de coûts. Mm-hmm. Par exemple, il y avait un hôpital qu'on a construit et tout à coup, durant la construction, on a décidé qu'on mettrait les salles d'opération ailleurs. Oups! Là, ça veut dire que tout le filage électrique, la plomberie, tout est changé. Et là, vous devez recommencer, là, puis c'est là que sont les dépassements de coûts. Quand vous avez mal planifié votre projet avant de commencer, là, vous avez des dépassements de coûts. Dans un PPP, il ne peut pas en avoir. S'il y en a un dépassement de coûts, il faut que ce soit à la demande du client, c'est-à-dire le gouvernement. Si le gouvernement décide en chemin que finalement, il a oublié telle chose. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on a construit la salle de l'Orchestre symphonique de Montréal en PPP et Jean Roy, qui avait déjà construit la grande bibliothèque, me disait combien le processus PPP était absolument fantastique. Dès qu'il y avait un problème qui se présentait, tout le monde se mettait autour de la table, comment on le solutionne, comment on règle ce problème-là, mais le coût était assumé par celui qui a soumissionné. Bon, si on parle de coût des risques partagés, c'est-à-dire que si on découvre une faille qui n'a pas été, je dirais, identifiée avant de commencer le projet, par exemple une contamination plus grande que prévu, là, ça peut être le client qui va le payer. Mais autrement, c'est celui qui a soumissionné, qui gagne, qui paie les risques, qui prend les risques. Alors ça, pour moi, je me suis dit, si c'est lui qui va payer pour les risques, il va les prévoir, il va s'assurer, et là, il y a de la concurrence internationale. Ce n'est pas un petit causédie là, qui se fait entre deux consortiums, là. C'est des gros joueurs qui veulent avoir le gros contrat et qui soumissionnent pour être ceux qui vont l'avoir. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y en a un des deux qui m'avait dit « Madame Jérôme Forget, je le veux. » Bien, je dis « Écoutez, je m'excuse, vous avez une chose à faire. Aiguisez votre crayon. Faites le meilleur projet au meilleur coût, au plus intéressant, au plus beau. Vous allez le gagner. » Et les PPP, rappelez-vous que même Jacques Lamarre, qui était président de SNC-Lavalin et qui avait fait une déclaration publique, vous savez, il avait dit « Les PPP, c'est bon pour le gouvernement, mais ce n'est pas très bon pour les contracteurs et les ingénieurs. » D'ailleurs, les ingénieurs, ils n'aimaient pas beaucoup ça, les PPP, les firmes d'ingénieurs. Ils n'ont pas beaucoup aimé ça. Et je vous assure que je les ai eus dans les pattes pour être contre les PPP très souvent. Merci, Mme Jérôme Forget. On se revoit la semaine prochaine. D'accord.